Maladie virale, implication des banques dans le blanchissement de l'argent sale, désarroi des polices et des douanes face à l'augmentation du trafic. Dans quelle mesure ces problèmes pourraient-ils être endigués par une dépénalisation des drogues? C'est la question que La Vie en face vous propose d'examiner. Pour se faire une idée des disparités qui règnent au sein de la société, il suffit de survoler Paris en hélicoptère. À gauche du périphérique, on voit la ville et ses beaux quartiers. C'est ici que se font les lois. À droite, la banlieue. Une zone où beaucoup de ces lois ne sont plus respectées. Les chansons de rap parlent de la vie des jeunes dans les cités, des marginaux, des oubliés de la politique. Pour échapper à ce quotidien, beaucoup recourent aux substances illicites, hashish, cocaïne et héroïne. Comment voulez-vous que j'ai confiance en l'État, dit un junkie. Alors qu'il fait de moi un criminel simplement parce que je veux vivre mes rêves. Les autres peuvent acheter n'importe où de l'alcool, de la bière et du vin. Qu'est-ce que c'est que cette société qui pousse les jeunes à la délinquance? En 1997, dans l'une de ces banlieues, s'est tenu un congrès qui a rassemblé différentes villes européennes désireuses de chercher des solutions au problème de la drogue. Daniel Cohn-Bendit, représentant allemand des Verts, est venu de Francfort pour rappeler quelques vérités aux participants de ce congrès. À propos des jeunes, par exemple, ceux qui en sont réduits à vendre de la drogue pour gagner leur vie parce qu'ils n'ont pas de travail. Quand vous avez des organisations capitalistes à faire des affaires qui sont capables de proposer à un jeune dont toute la famille qui ne vit que dans le chômage, que si tu nous rends ces services, tu peux gagner entre 3 et 5 000 francs par jour. Cet attrait de pouvoir gagner 3 à 5 000 francs par jour fera que des jeunes dans une certaine situation tenteront le coup, à n'importe quel niveau de la répression. Depuis 30 ans, la France est le pays d'Europe qui mène la guerre la plus dure contre la drogue, sans succès. Le secrétaire d'État à la Santé le reconnaît lui-même. Malgré la répression, le sondage effectué par Francis Curtet nous montre que les consommations ont augmenté et nous savons que c'est également vrai à l'échelle de l'Europe. Même constat dans la capitale européenne de l'argent. À Francfort, la toxicomanie prolifère entre les gratte-ciel des banques. Un représentant du préfet de police résume 30 années de politique répressive. Pour combattre la toxicomanie, la répression a été un échec, ou disons plutôt qu'elle n'a jamais donné de résultat. Zurich, capitale des comptes numérotés. Chaque année, on y enregistre une augmentation des saisies de drogue et des arrestations. En dépit du nombre croissant des saisies, on ne constate aucun effet sur le marché, ni dans le sens d'une augmentation des prix, ni dans celui d'une diminution de l'offre. Le marché, pas seulement en Suisse, mais autant que je puisse le constater dans toute l'Europe, est véritablement inondé de drogues de toutes sortes. Hambourg, 6 h du matin. Une journée comme les autres commence pour les 11 douaniers de l'équipe qui s'apprêtent à perquisitionner un cargo bananier. On vient de trouver de la cocaïne sur un autre bateau de la même compagnie. Il faut 2 jours pour inspecter un navire, ce qui nous laisse le temps de réfléchir aux origines du problème de la drogue. Il y a peu d'argent dans le milieu de la navigation. Les équipages ne gagnent pas grand-chose. Sur les bateaux des pays de l'Est, il arrive qu'ils ne touchent rien pendant un mois. Alors quand ils quittent l'Amérique du Sud, on leur fait des propositions. Ça peut être de l'argent, mais ils subissent aussi du chantage pour les obliger à transporter de la drogue. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est fouiller les caches habituelles. D'où un faible taux de réussite.
Vous avez été vous-même capitaine. Oui. À combien estimez-vous le nombre de caches possibles sur un bateau? D'après les experts des douanes, il y aurait environ 30 000 endroits où l'on peut dissimuler quelque chose à bord d'un bateau de cette taille. 10 heures à la frontière germano-hollandaise. Ouverture de la chasse aux touristes qui rapporte du hache de Venlo et d'Amsterdam. Les douaniers sont sûrs de trouver ce qu'ils cherchent. Il ne leur faudra que quelques minutes pour réaliser la première saisie. C'était emballé dans une chaussette. Comme ça. Peu après, un autre douanier procède au pesage et à l'analyse de la saisie. Ça donne quoi? 13,2 grammes de marijuana et 4,4 grammes de hashish. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça va aller au service des douanes, chez le procureur et au tribunal. Il va être condamné? Vu la quantité, je ne crois pas. C'est ce que vous avez l'habitude de trouver? En ce moment, oui. On arrête surtout des petits consommateurs. Les gros, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Les gros dealers ne passent pas par ici? Si, il y en a qui passent par ici. Le problème, c'est qu'il faut être là au bon moment. Les gros dealers passent à travers les mailles du filet. Alors on arrête les petits consommateurs. Il faut près de 2 jours pour fouiller un camion. Et pour ça, on manque de personnel. Retour à Hambourg, une des portes de l'Europe. Tous les jours, plus de 6000 containers y sont déchargés. Beaucoup viennent d'Asie ou d'Amérique latine. Ils sont une vingtaine de douaniers et de policiers à chercher au milieu de cette botte de foin la fameuse aiguille qu'on appelle la drogue. 150 containers peuvent être contrôlés chaque jour au rayon X. Un équipement tout nouveau qui a révolutionné la lutte antidrogue. Voici l'une des découvertes les plus spectaculaires du moment. Dans un container se trouvaient 2 voitures anciennes en provenance d'Uruguay et à destination de l'Allemagne. Dans les 2 réservoirs, on a trouvé en tout 68 kilos de cocaïne. Vu de côté et vu du dessus. On voit bien qu'il y a quelque chose au niveau du réservoir. Après ça, il ne nous restait plus qu'à démonter le réservoir pour accéder au contenu, c'est-à-dire au paquet de cocaïne. Pour l'instant, c'est la seule grosse saisie de cocaïne? De cette ampleur? Oui. « 68 kilos de cocaïne ont été saisis. Cela correspond à la quantité consommée en 4 jours en Allemagne. Suite à la surproduction de cocaïne et d'héroïne, les plaques tournantes européennes sont saturées. Seuls 5 à 10% des substances illicites sont repérées et saisies. Policiers et douaniers se demandent si la politique de répression menée à l'encontre de la drogue a encore un sens. Un sujet qui m'accorde la discorde, non pas la miséricorde. L'État se casse la gueule, pourquoi? Parce qu'ils me veulent. Dans la banlieue parisienne, où les industries ferment les unes après les autres, le commerce de la drogue est devenu une source de revenus importante. Pour inverser la tendance, il faudrait créer des emplois au lieu d'injecter des milliards dans la police et le système pénitentiaire au nom de l'interdiction de la drogue. Mais le pouvoir politique n'ose toujours pas adapter à la réalité ces lois que plus personne ne respecte. Va-t-on vers une modification de la loi 1970? Je le souhaite. Pour cela, il faut convaincre. Pour cela, il faut convaincre ses propres amis. Il y a des débats que nous avons tous menés à propos de la légalisation des drogues douces ou de la réglementation des drogues douces. Je n'en trancherai pas aujourd'hui. C'est une voie d'abord qui nous est, je crois, maintenant autorisée. En tout cas, pour les derniers chiffres ensemble, en France, il semble que les consommateurs de cannabis aient doublé. Ce qui me paraît
pour le moins justifier l'interrogation quant à la répression proposée comme seule et unique démarche. Paris, mars 1998. Des peines de prison sont requises contre les organisateurs d'une manifestation en faveur de la légalisation du cannabis. Le procureur a requis 3 mois de prison pour l'un des organisateurs. Motif, il donne une image positive de la drogue. En France, 111 personnalités de la vie publique reconnaissent avoir consommé de la drogue. Selon le journal Le Monde, la consommation de drogue reste un sujet tabou. Le débat dure depuis 30 ans et il ne s'est toujours rien passé. Des experts français recommandent de légaliser l'usage de toutes les drogues. Le ministre français de l'Intérieur déclare que la dépénalisation du hashish n'est pas à l'ordre du jour. « 15 heures à la frontière germano-hollandaise. En Allemagne comme en France, à défaut d'arrêter les gros trafiquants, la police et la douane font la chasse aux petits consommateurs. Et comme toujours, lorsqu'on s'en prend aux petits, l'opération est une réussite. Quelques minutes suffisent pour trouver quelques grammes de hashish. La première saisie se révèle même plus importante que prévu. Du hashish, 100 grammes environ. C'est déjà beaucoup. Un peu trop pour un simple usager. D'où venez-vous? De Venlo. Le deuxième douanier trouve ensuite un peu de hashish caché dans un cendrier. Le douanier empoche sa découverte, mais elle ne pourra guère servir de preuve. Il dit que ça ne lui appartient pas. C'est toujours difficile à prouver, même si on a trouvé dans ses bagages une pipe et un petit morceau de hache. On va le descendre à Kaltenkirchen et il sera inculpé pour détention de hashish. Au nom de la drogue et pour quelques miettes de hashish. C'est ensuite au 4e voyageur de se faire fouiller. Il a caché quelques grammes dans ses poches. Le douanier les repère immédiatement. Vous allez sortir ce que vous avez caché dans vos poches. Vous croyez qu'on pourra la gagner, cette guerre anti-drogue? Non. Pourquoi? Il y a trop de gens qui consomment. Trop de gens qui trafiquent à petite échelle juste pour se procurer ce qu'il leur faut. Contre ça, on ne peut rien faire. Je ne crois pas qu'on arrivera à y mettre un terme, parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Dès qu'il y a de l'argent à gagner, on est impuissant. La fin du voyage. 4 petits consommateurs de hashish seront désormais fichés. Ils sont en passe de devenir des criminels. En cas de récidive, ils encourent de grosses amendes, voire une peine de prison. Butzbach, une prison au nord de Francfort. Un tiers des détenus est enfermé ici pour avoir enfreint la législation sur la drogue. Comme dans toutes les prisons, il circule ici toutes les drogues possibles et imaginables. 2 détenus témoignent. C'est difficile ici de se ravitailler en drogue? Financièrement, oui. Seulement financièrement? Oui. Ici, on trouve tout ce qu'on veut, plus vite et de meilleure qualité qu'à l'extérieur. Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'interdire la drogue dissuade les gens d'en consommer? Non, pas du tout. Quand on en veut, on en trouve. Il n'y a pas de loi qui compte. Les propos du directeur de la prison sont tout aussi désabusés. En venant ici, nous pensions trouver un lieu où la drogue serait proscrite, un lieu situé au cœur de la répression. Le seul endroit sans drogue que je puisse vous montrer, c'est ici, mon bureau, ainsi que les bureaux de mes collaborateurs. Et pour le reste? J'ai peur que ce soit malheureusement tout. On sait que du moment où elle est apparue dans la société, la drogue a également pénétré dans les prisons. On y trouve de tout. Cocaïne, héroïne, crack et speed. Un éducateur spécialisé explique comment les dealers travaillent en prison. Il faut savoir que dans le milieu carcéral, les dealers sont bien organisés et qu'ils sont en contact avec l'extérieur. Ce sont des groupes de type mafieux qui travaillent ici
et avec les mêmes méthodes. Les structures sont similaires. Ce sont pratiquement les mêmes personnes qui agissent à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui sert à payer la drogue, c'est le peu d'argent qu'ils gagnent. Ils l'échangent souvent en quelques minutes contre de la drogue. Elle se monnaie également avec la prostitution et aussi avec l'argent que les détenus reçoivent de leurs familles qui se trouvent à l'extérieur. Si même en prison, on ne peut soustraire les gens à la drogue, alors à quoi bon l'interdire? Certains disent que la solution, ce serait que la société fournisse elle-même la drogue, ce qui ne se faisait pas du tout dans le passé. On a bien vu que ce n'est pas en l'interdisant qu'on peut s'en débarrasser. Parce que le résultat, on le connaît. Le nombre des détenus qui se droguent n'a pas cessé d'augmenter. En France et en Allemagne, 20 à 30% des détenus sont condamnés pour des délits liés à la drogue, sans compter les mineurs. L'interdiction de la drogue pousse les jeunes à la délinquance et remplit les prisons, affirme un procureur français. En France, 80% des arrestations liées à la drogue concernent la consommation de hashish. 53 000 Français ont été arrêtés en 1997 pour consommation de hashish. La prison satisfait l'opinion publique, plus qu'elle n'aide les drogués, déclare l'Église française. Ça fait combien de fois que vous faites de la prison? C'est la 5e fois. Pour quel motif? Les stupes. La loi sur les stupéfiants, c'est elle qui interdit la vente des drogues. Vous n'arrivez pas à décrocher? Dans ma tête, oui, mais le reste ne suit pas. J'ai fait une thérapie qui a, disons, plutôt bien marché. J'ai décroché pendant un moment, 1 an et demi, mais j'ai fini par replonger. Il vous fallait combien d'argent par mois? « 18 000 francs. Rien que pour la drogue? Oui, c'est ça. Et vous, ça représentait combien d'argent chaque mois? Ça dépend, c'était très variable, en fonction de la qualité de la drogue. Quand elle est bonne, on en prend moins. Mais encore? Aussi dans les 18 000 francs. Mais comment faisiez-vous pour vous procurer l'argent? Cambriolage, vol de boutique. Qu'est-ce que vous emportiez? Les choses de valeur, ce qui se revend facilement. Les bijoux, le matériel vidéo. Le vôtre a l'air pas mal. Les junkies tombent dans la délinquance parce que les drogues sont trop chères. En Allemagne, 45% des voitures fracturées, 37% des cambriolages et 20% des agressions sont le fait de toxicomanes. Les dommages représentent 10 à 20 milliards de francs chaque année. À l'échelle européenne, les estimations atteignent 70 à 140 milliards de francs. Dans la lutte anti-drogue, la création d'emplois se révèle plus efficace que la menace de la prison. Paris, 3e jeudi de novembre. Une gigantesque fête commence. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Ce soir-là, des millions de personnes célèbrent l'événement. Beaucoup s'autorisent également une cigarette. Ces drogues tolérées que sont le tabac et l'alcool tuent en France chaque année 100 000 personnes, 650 fois plus que l'héroïne. Et pourtant, personne ne songerait à interdire les cigarettes ou le vin, car la plupart des gens savent vivre plus ou moins bien avec ces drogues. Elles font partie du quotidien. Beaucoup ne sont même pas conscients que le tabac et l'alcool sont des drogues, et ils méprisent ceux qui en consomment d'autres. Vous dites, un monde sans drogue, c'est bien sympathique. Je dis attention à ce que vous dites. Un monde sans alcool, est-ce que l'alcool est une drogue? Oui ou non? Un monde sans alcool, ça veut dire une bouffe sans vin. Est-ce que c'est très sympathique? Moi, je trouve ça plutôt antipathique. Si on me dit, un monde où personne ne dépend de la drogue, c'est un monde sympathique. Là, je signe. Je signe. Donc on dit,
Il y a culturellement dans chaque société des drogues. Mais des sociétés savent plus ou moins vivre avec des drogues. Quand j'en viens au cannabis, c'est vrai que des gens de ma génération, on a à 80% tous goûté du cannabis. Pas une fois seulement comme ça, mais souvent. Parce qu'une bonne musique des Rolling Stones, ça allait avec un bon joint. C'est comme ça, c'est comme un bon repas avec un bon vin. Le problème, c'est est-ce qu'on avait un bon joint? Ça, c'est effectivement pas toujours garanti. Est-ce que ça veut dire qu'on est tous devenus des drogués? Ben bien sûr que non. Le débat est toujours d'actualité, même si aujourd'hui les drogues ont changé. Une boîte de nuit en Allemagne à 2 h du matin. Un lieu qui ne s'envisage guère sans ecstasy. Nous avons rendez-vous avec un dealer qui écoule 1200 pilules par mois, soit un revenu mensuel de 55 à 75 000 francs, ainsi qu'avec un videur qui nous parle de ce qui se consomme à l'intérieur. La drogue et les boîtes de nuit, c'est devenu indissociable. À quoi ça ressemblerait une boîte sans drogue? C'est-à-dire, c'est difficilement envisageable. Parce que sans pilule, beaucoup de clubs ne sont pas aussi attrayants que quand on a pris quelque chose. Ça veut dire que les propriétaires de boîtes ne tiennent pas à ce qu'on règle le problème. Il y en a eu plusieurs ici à Brême qui ont essayé de faire du nettoyage, mais au bout de 4 ou 5 mois, ils ont fait faillite. Dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, il y avait de l'ecstasy. Et il y avait aussi partout de la coke. Avant, les jeunes savaient à peu près ce qu'ils achetaient. Mais depuis que la police a fermé les laboratoires d'ecstasy, les choses ont changé. Le marché est inondé de produits plus ou moins purs, avec des conséquences dévastatrices pour les consommateurs. Les pilules contiennent de plus en plus de speed et d'autres substances qui empêchent de dormir, qui donnent la pêche, mais qui sont mauvaises pour la motricité. En Hollande, de nouvelles lois sont sorties pour réglementer la production d'ecstasy. Du coup, ça se fait encore plus dans la clandestinité et on peut encore moins contrôler ce qu'ils mettent dedans. Ecstasy et cocaïne règnent en maître. Principaux pays concernés, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Le nombre des saisies a doublé. L'ecstasy peut être dangereux pour la santé. Les pilules d'ecstasy sont devenues de véritables cocktails de drogue. Les dealers ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils vendent. L'ecstasy fait de plus en plus de ravages. La plupart des décès sont causés par le mélange des drogues. Il devient impossible d'estimer les risques. Francfort. Une autre conséquence de l'interdiction de la drogue, la prostitution. Cette femme se prostitue pour pouvoir acheter de la drogue. Et parce qu'elle a besoin de beaucoup d'argent, elle accepte tout, même les pratiques sexuelles les plus risquées. Par 2 fois, des clients ont essayé de la tuer. Jusqu'à présent, elle a échappé au virus HIV, mais elle a attrapé une hépatite, au nom de la drogue. Combien d'argent dépensez-vous chaque mois pour la drogue en période normale? Vous savez, je n'ai jamais fait le compte. J'ai juste fait une vague estimation. Quand ça va bien, il me faut environ 3500 francs par jour. Ça fait 100 000 francs par mois, il faut les trouver. Vous gagnez tant que ça avec la prostitution? Il fallait bien, mais je ne le savais même pas exactement. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le calcul, au bout de plusieurs années, quand j'ai quitté l'hôtel. Pendant que nous discutons, un junkie aveugle qui faisait la manche sur le trottoir vient de se faire voler son argent. Il fait la manche. Et comme il est aveugle, il faut que quelqu'un lui fasse sa piqûre. Mais il y en a qui n'ont aucune pitié. Ils lui ont tiré ce qu'il avait. Ça devient de plus en plus violent. Quand on fait le trottoir, on a toujours peur de se faire refiler le sida ou autre chose. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir échappé au sida. Mais il y a toujours un risque.
parce qu'on finit toujours, à un moment ou à un autre, par se faire violer. J'ai déjà derrière moi 2 tentatives de meurtre. Mais aux violeurs, je leur demande de mettre une capote, et ils le font. Souvent, on est obligé d'accepter des compromis, surtout quand on tombe sur un pervers qui exige des choses qu'on ne fait pas normalement. Il y a d'un côté les risques de maladie et de l'autre les pratiques que certains types nous obligent à faire. La moitié des femmes toxicomanes se prostituent pour payer la drogue. La ville de Francfort met à leur disposition un bus où elles peuvent bénéficier d'une assistance médicale et sociale afin d'éviter le pire. La moitié des toxicomanes français ont contracté une hépatite. Leur prise en charge s'élève par patient à 15 000 francs, c'est-à-dire au total 3,5 milliards de francs. Au nom de la drogue. Francfort, la drogue au quotidien. Sur le trottoir, un junkie propose ses services. Il a tout ce dont un toxicomane peut avoir besoin. Il fait ça depuis 15 ans. Il s'occupe de recycler les restes que lui donnent les autres junkies une fois qu'ils se sont piqués. Les filtres, le coton et les quelques gouttes qui restent au fond de la seringue. En les faisant chauffer, il récupère le produit qu'il s'injecte lui-même ou qu'il revend à d'autres. À chaque injection, il risque de transmettre l'hépatite A, B, C ou encore le virus du sida. On ne peut guère imaginer plus risqué pour la santé. Cela pourrait être évité si l'État fournissait de la drogue à ces gens-là, mais on est encore loin du compte. Pour l'instant, l'État n'intervient qu'une fois que les drogués sont malades et qu'ils commencent vraiment à coûter de l'argent. Dans ce cas-là, il finance des centres d'accueil comme celui-ci, où les junkies peuvent recevoir une assistance médicale et sociale, où les prostituées sans abri peuvent trouver un lit en journée pendant quelques heures ou quelques semaines, où les drogués reconnus malades du sida, d'une hépatite ou d'un cancer du foie reçoivent de la méthadone. Mais en Allemagne, pour obtenir ce produit de substitution capable d'atténuer un peu les souffrances, il faut être reconnu malade. Alors seulement l'État se montre charitable. Le directeur de ce centre d'accueil commente l'action de l'État. Ça montre à mon avis les limites du système, parce qu'il y a toute une catégorie de personnes qui dépendent aussi depuis longtemps de l'héroïne et qui auraient tout autant besoin d'une assistance sociale. C'est un peu absurde, il faut que les gens soient malades pour qu'on s'occupe d'eux. Oui, on peut résumer la situation comme ça. Chacun peut voir de ses propres yeux la misère engendrée par l'interdiction de la drogue. Pourtant, les initiatives pour venir en aide aux toxicomanes sont interdites par la loi. Francfort, comme d'autres grandes villes, a trouvé une solution de secours en ouvrant des lieux où les junkies peuvent venir se faire des injections dans de bonnes conditions d'hygiène. À 300 mètres de là, on inaugure un de ces lieux. Dans quelques heures, des toxicomanes pourront venir ici se faire une injection. L'État met à leur disposition les seringues, les cuillères, les produits désinfectants et des salles pour consommer des drogues illégales plus ou moins pures. C'est pour l'instant tout ce que la loi autorise. Le procureur général et un représentant du préfet de police sont sur place. Une grande ville d'Europe ne peut plus se contenter de beaux discours politiques qui ne font rien pour soulager les souffrances. Attirer les toxicomanes dans ce lieu, c'est agir contre le sida, l'hépatite et les autres maladies. À Francfort, cette politique d'assistance est soutenue par tous les partis, la police et le parquet. D'autres projets sont à l'étude. Pour le procureur général, Harald Körner, cette expérience apparaît comme un compromis. Je vois cela comme un compromis nécessaire étant donné la situation politique actuelle, puisque la distribution de substances opiacées n'est pas encore légalement possible. Et c'est un compromis dans la mesure où il vaut mieux que la consommation, qui est une réalité, se passe dans de bonnes conditions d'hygiène plutôt qu'au milieu des poubelles.
L'amour du prochain passe par l'héroïne. La ville de Francfort souhaite distribuer sous contrôle médical des substances opiacées aux toxicomanes. Petra Roth, maire conservateur de Francfort, poursuit contre l'avis de son propre parti la politique mise en place par les Verts et les sociaux-démocrates. Ce qui m'importe, c'est de venir en aide aux personnes. La politique a des devoirs à remplir envers tous les groupes de la société. Et si cette politique de santé nous permet de toucher cette partie de la population, je me moque complètement de savoir si c'est en accord avec un programme politique. Pour moi, seules comptent les personnes que j'aurais pu libérer de la drogue. Le ministère fédéral de la Santé dit non à la prescription médicale d'héroïne. C'est maintenant aux tribunaux de trancher. La Suisse publie un bilan positif de la distribution d'héroïne sous contrôle médical. Le Danemark se prépare à suivre le modèle suisse. En Italie aussi, l'expérience suisse est perçue avec beaucoup d'intérêt. 70% des Suisses sont favorables à la distribution d'héroïne sous contrôle médical. Zurich. Conférence de presse à la polyclinique Crossline à l'issue d'un projet pilote de 3 ans portant sur la distribution d'héroïne à 1 millier de toxicomanes. Les résultats sont largement positifs. Il fait partie de ces 1000 toxicomanes. 8 heures du matin, Bruno, 40 ans, photographe de pub, se rend à la salle d'injection. Pour 15 francs suisses, il reçoit une dose d'héroïne dans une seringue stérile. Il vient se l'injecter sous surveillance médicale. Il passera à nouveau en fin de journée. Avant, il se piquait une trentaine de fois par jour. Grâce à la distribution d'héroïne pure, il a pu réduire sa consommation à 2 injections par jour, ce qui lui coûte 15 francs suisses au lieu de 170. La seringue ne sort pas de cette salle. C'est aussi simple que cela quand on veut sauver des vies humaines. Ça fait 24 ans que je suis toxico, que je prends des drogues dures. J'ai dû fermer ma boutique, j'ai perdu ma famille. Je suis passé par une période de dépression. Ces 10 dernières années, j'étais très instable, j'étais constamment sous l'emprise de la drogue et je me suis mis à la cocaïne, à un mélange de cocaïne et d'héroïne. Voilà à quoi ressemblait il y a quelques années le milieu de la drogue zurichois. Bruno aussi en faisait partie. Les images comme celle-ci, une vidéo de la police, appartiennent au passé. L'État s'occupe maintenant de fournir de l'héroïne aux junkies les plus atteints. Un premier pas pour tenter de les ramener à une vie normale. Le préfet de police de Zurich, Marcel Bébier, à propos des personnes qui bénéficient de la distribution d'héroïne. Les personnes sélectionnées pour ce projet étaient pour la plupart des toxicomanes très dépendants et très atteints. C'est-à-dire que c'étaient des gens qui étaient arrêtés pratiquement tous les jours par nos agents et qui étaient régulièrement conduits chez le médecin d'urgence avant d'être relâchés. 2 heures plus tard, ils avaient retrouvé les autres toxicomanes. Ni la police, ni la prison n'avaient une prise sur ces gens-là. Toute une catégorie de personnes laissées pour compte par les éducateurs, médecins, juges et policiers. Des gens qui avaient toutes les chances de figurer un jour à la rubrique « Décès causés par la drogue ». Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Ce qui a changé, c'est que je peux à nouveau travailler et que je me suis réintégré socialement. J'ai à nouveau un domicile fixe et j'ai enfin trouvé le temps de réfléchir vraiment à ma situation, sans me demander constamment comment je vais faire pour me procurer de la drogue. « 85% des participants au projet commettaient des délits pour pouvoir acheter de la drogue. Il leur fallait en moyenne pour leur consommation de drogue 18 000 francs par mois. 31% étaient sans domicile. 43% étaient séropositifs. Ces 1000 personnes qui actuellement reçoivent l'héroïne en Suisse, ce ne sont pas simplement des toxicomanes comme les autres, mais ce sont les personnes les plus gravement touchées qui depuis des années n'en s'en sortent pas. Une population aussi relativement vieille et fortement productrice de crimes. Je m'excuse pour ce terme productrice, mais c'est une population qui contribue donc à la fois massivement à la consommation et à la fois à la délinquance.
La prescription d'héroïne a fait baisser la criminalité. Les vols dans les magasins, les cambriolages et le trafic de drogue sont en net recul. Globalement, la délinquance liée à la drogue a chuté de 90%. Un des éléments intéressants sortant de nos résultats, c'est que les toxicomanes ont autrefois, presque majoritairement et de la manière la plus intense, trafiqué avec de l'héroïne. Donc des personnes qui sous-traitaient les substances qu'ils achetaient dans les centres, souvent de la part de grands dealers d'origine souvent étrangère. Ces grands dealers sont très capables d'importer de grandes quantités de drogue en Suisse, comme dans d'autres pays de l'Europe. Mais ils sont très peu capables de les revendre. Et c'est là où ils ont terriblement besoin des petits consommateurs qui leur font ce travail. Ce qui fait que le recrutement de nouveaux consommateurs chez nous, et je pense aussi en d'autres pays de l'Europe, ça se passait essentiellement par les toxicomanes devenus dealers en même temps. Maintenant, plus de 90% des personnes traitées et qui ont pratiqué avant ce genre de commerce l'ont abandonné sous l'effet du programme. Ce qui veut dire que peut-être, dans un moyen terme, les dealers de grand calibre auront plus de difficultés pour recruter leurs petits revendeurs qui portent et qui recrutent de nouveaux consommateurs. Et je crois que pour la jeunesse, oui, et pour la santé du public en général, ça serait alors, je crois, une majeure victoire qui dépasserait de loin quelques pourcentages de personnes durablement désintoxiquées. Bruno a connu lui aussi les turpitudes de la vie du toxicomane. Que se serait-il passé si le programme de prescription d'héroïne avait commencé plus tôt? Ça m'aurait certainement évité de tomber dans la délinquance. Ça m'aurait épargné pas mal de choses. Du point de vue de la santé, je n'aurais sûrement pas autant souffert. Et je ne suis pas loin de penser que j'aurais pu garder ma boutique. Aujourd'hui, Bruno participe à un programme de réinsertion de la ville de Zurich. L'État dépense beaucoup d'argent pour le réintégrer socialement, alors que ce sont les interdits de ce même État qui ont fait perdre à Bruno son travail et sa santé. Lui n'a pourtant pas changé, puisqu'il consomme toujours de l'héroïne. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes toujours dépendant de la drogue, mais maintenant c'est l'État ou la ville de Zurich qui vous fournissent de l'héroïne. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du produit? C'est de l'héroïne pure. Et ça, pour la santé, ça fait une grosse différence. Avant, je ne sais pas combien j'ai eu d'abcès. Je me suis injecté l'hépatite A, B et C. Tout ça, c'est arrivé à l'époque de la répression, quand les seringues étaient interdites, qu'on n'avait pas le droit d'en avoir. Et les drogues elles-mêmes n'étaient pas pures. Elles étaient coupées. Depuis que je participe à ce programme, à Crossline, je n'ai eu aucun problème au foie, ni la moindre inflammation. Depuis que je suis ici, je suis beaucoup plus équilibré. Maintenant, je suis de nouveau apte au travail à 100%. Rien qu'à Zurich, 125 toxicomanes participent actuellement au programme de distribution d'héroïne. Bien qu'ils soient toujours dépendants, la plupart travaillent, soit dans le privé, soit dans des structures municipales. Ils ne suivent pas une thérapie par le travail, mais font une activité utile et une formation professionnelle. Pour beaucoup, c'est la première de leur vie. À la laverie, ils travaillent pour les centres d'hébergement municipaux et repassent le linge des personnes sans abri. Tout cela, un junkie peut le faire quand on lui fournit de l'héroïne pure et qu'il n'en est pas réduit à fracturer des voitures pour trouver de quoi s'acheter de la drogue illégale. À l'atelier de couture, ils se font des habits aux reprises des vêtements pour les sans-abri. Il y a des cours d'informatique, de peinture et de photo. Leur vie quotidienne n'est plus soumise à l'obligation de trouver de l'argent pour acheter de la drogue. Une responsable municipale nous parle de la philosophie qui sous-tend le projet. La politique de répression qui est poursuivie actuellement est absolument incompréhensible.
Elle coûte énormément d'argent et cause d'énormes souffrances. Personne ne se pose le problème des moyens utilisés par rapport aux résultats obtenus. On ne fait que maintenir le système. En Suisse, nous avons pris toute une série de mesures qui sont très éloignées de la logique répressive. Et les résultats sont eux aussi très différents de ce qu'on obtenait auparavant. C'est un fait que des gens consomment des substances qui posent un problème grave. Mais je pense qu'au nom de la tolérance, on devrait dire « Ok, c'est une réalité. On va essayer de gérer ce phénomène très complexe, de façon à ce que ça coûte un minimum d'argent et que ça limite au maximum la souffrance. » Et c'est possible. J'en suis persuadée. Sur le plan économique, le modèle suisse est une réussite. Grâce au recul de la criminalité et en dépit d'une assistance sociale importante, l'économie réalisée est de 200 francs par jour et par patient. Pour 1000 patients, cela revient à 80 millions de francs d'économie par an. Juin 1998. Bruno a décroché depuis maintenant 6 mois. Il n'est pas le seul à s'être sorti de la drogue grâce à ce programme de distribution d'héroïne. Le délégué fédéral au problème de la drogue déclare que l'expérience suisse ne peut constituer un modèle pour l'Allemagne. Un autre représentant de la CDU considère que distribuer de l'héroïne à un toxicomane revient à donner de la bière à un alcoolique. Certaines positions ne sont plus aussi tranchées. Malgré des déclarations hostiles, les chrétiens démocrates les plus conservateurs commencent à envisager l'idée de distribuer de l'héroïne sous contrôle médical. Peut-être ne pourra-t-on bientôt plus filmer des scènes de ce genre en Allemagne. Il n'y a guère qu'en France où rien ne bouge. Les idées nouvelles ne se propagent pas aussi vite que le sida et l'hépatite. Mais un autre danger se profile à l'horizon. Un danger qui apparaît d'autant plus nettement dans le quartier des banques de Francfort, là où la détresse est la plus criante. Peut-être apprendra-t-on un jour que le monde de l'argent aussi est contaminé. Car l'argent que les junkies utilisent pour payer leurs doses réapparaît tôt ou tard, souvent après avoir beaucoup voyagé. Et l'on constate alors que dans les banques non plus, tout le monde n'est pas immunisé contre l'argent des trafiquants de drogue. La drogue est le secteur le plus florissant du monde. Chiffre d'affaires annuel pour le secteur de la drogue, 24 milliards de francs. 24 milliards, c'est-à-dire 8% du commerce mondial. L'argent de la drogue pénètre de plus en plus dans le circuit économique légal. D'après le juge Falcone, assassiné en Italie, la mafia finance un tiers des transactions immobilières sur la Côte d'Azur. Des experts estiment que 170 à 280 milliards de francs sont blanchis chaque année en Allemagne. À la conférence de Paris aussi, il est question d'argent. Un député du Parlement européen, Olivier Dupuis, prophétise la légalisation de toutes les drogues. Dans quelques années, on ne pourra plus calculer le risque social de l'interdiction. 8% du produit national brut mondial est produit national brut dérivé du trafic de drogue. C'est ça le grand danger pour nos institutions. C'est ça le premier danger de la drogue interdite. Et donc il faut rapidement procéder, en commençant par le cannabis, à une légalisation qui permette aux États de retrouver le contrôle sur un phénomène qui leur échappe radicalement et qui les menace par la corruption des hommes politiques, des policiers, des magistrats, des journalistes et qui menace donc les fondements même de notre démocratie. Cette menace, on a vu la forme qu'elle pouvait prendre à Palerme à la fin de l'année 1997. Ici, au pays du crime organisé, la mafia fait un chiffre d'affaires de 390 milliards de francs. Un tiers provient du commerce de la drogue. À Palerme s'ouvre alors un procès qui mêle la politique, l'argent de la drogue et la mafia. L'un des deux accusés est le politicien Marcello Dell'Utri. Il est député au Parlement italien pour le parti Forza Italia. On lui reproche d'avoir mis en relation la mafia et le milieu politique. Une procédure est engagée contre lui pour une affaire de blanchiment d'argent sale. L'acte d'accusation décrit comment l'argent sale pénètre de plus en plus profondément au sein de la société et intervient dans la vie politique. L'histoire commence à Milan dans les années 60, lorsque le dénommé Dell'Utri, originaire de Palerme, devient proche collaborateur du roi des médias, Silvio Berlusconi.
À cette époque, son entreprise de construction, Edil Nord, est en train de construire une ville nouvelle aux abords de Milan, Milano Due. Au cœur de la ville satellite, un émetteur de télévision, la première pierre du futur empire médiatique de Berlusconi. Le juge d'instruction soupçonne la banque Rasini, impliquée dans le projet, d'avoir servi de relais à l'argent de Cosa Nostra. En quelques années, Berlusconi devient un grand entrepreneur. Il contrôle sa propre chaîne de télévision. D'après l'accusation, Dell'Utri noue à ce propos des contacts dangereux. Une première rencontre a lieu au milieu des années 70. Un avion quitte Palerme pour Milan. À son bord, le chef mafieux Stefano Bontade. À Milan, il rencontre le mafioso Francesco Di Carlo, un trafiquant de drogue d'envergure internationale. Aujourd'hui, il est principal témoin du procès et explique que Bontade voulait investir à Milan de l'argent sale dans des entreprises propres. Une entrevue avec Berlusconi aurait eu lieu à cet effet dans le bureau de Dell'Utri. Bontade lui aurait proposé ses services et sa protection personnelle. Bontade envoie alors un protecteur à Berlusconi, un certain Vittorio Mangano, pour la police un dangereux mafioso et trafiquant de drogue international. Grâce à l'intervention de Dell'Utri, cet homme a exercé pendant plusieurs années les fonctions de gardien de la villa de Berlusconi. Toujours d'après l'accusation, il se serait alors occupé avec Dell'Utri d'organiser le blanchiment de l'argent sale de la mafia sicilienne. À cette époque, Dell'Utri se rend également à plusieurs reprises à Palerme. Il y aurait rencontré plusieurs fois des représentants de la mafia. Il aurait été question, toujours d'après l'accusation, de contrats de construction et de chaînes de télévision. Le nom de Berlusconi continue à être associé à celui de Dell'Utri. Pourquoi? Peut-être parce que la mafia voulait investir dans le secteur audiovisuel et que Berlusconi était en passe de devenir le numéro 1 italien dans ce domaine. Une chose est sûre, c'est que Bontade souhaitait acheter une chaîne de télévision. Gioacchino Pennino, un ami de Bontade, politicien chrétien-démocrate et parrain de la mafia, c'est pourquoi. Cette acquisition était-elle un moyen comme un autre de blanchir l'argent de la mafia? Indubbiamente questo era uno dei motivi. C'est sans aucun doute une des raisons. Mais la raison la plus importante était que Stefano Bontade avait compris l'importance des médias. Et d'ailleurs, il entretenait des contacts avec certains journalistes. Il savait très bien qu'en contrôlant l'information, il pourrait trouver un moyen, disons, de faire en sorte que la mafia soit moins attaquée. Pour ces affaires illégales, la mafia a besoin de silence et de partenaires légaux. Profitant d'une nouvelle crise politique, Dell'Utri propose à Berlusconi de fonder un nouveau parti. Forza Italia était né. Il présente Berlusconi comme le personnage irréprochable, capable de nettoyer l'Italie. La mafia décide de jouer cette carte et mise tout sur le nouveau parti. Un homme le confirme. C'est Angelo Siino, responsable pour Cosa Nostra des affaires criminelles et de la politique. Il décrit comment s'est passé le changement de pouvoir. Ce scénario illustre la stratégie politique de Cosa Nostra, explique son avocat Alfredo Galasso. Il décrit comment les voix sont passées de la démocratie chrétienne au Parti socialiste et du Parti socialiste, comment elles sont ensuite allées directement à la veille de 1992 à Forza Italia. Du jour au lendemain, Berlusconi devient Premier ministre. Du jamais vu. Tandis qu'à Rome, Berlusconi exerce le pouvoir, Dell'Utri s'active, d'après l'accusation, dans le nord de l'Italie. À la fin de l'année 1994, il reçoit dans sa villa des bords du lac de Como un homme qui a purgé 10 ans de prison pour trafic de drogue. Vittorio Mangano vient de retrouver la liberté. Ils discutent ensemble de lois favorables à la mafia et qu'il conviendrait de proposer. Mais leurs démarches n'auront pas le temps d'aboutir. Quelques mois plus tard, Berlusconi est destitué de ses fonctions de Premier ministre. Il reste pourtant un point d'interrogation concernant le chef mafieux Bontade. Il a été assassiné.
Mais qu'est devenu aujourd'hui l'argent sale qu'il aurait investi dans le secteur audiovisuel? Voici ce qu'en pense Pennino, un ancien mafieux devenu témoin numéro 1 dans plusieurs procès politiques. Pour ce qui est de la fortune considérable de Bontade, il est impensable qu'elle soit restée entre les mains de ceux qui la géraient, c'est-à-dire Berlusconi et les frères Dell'Utri. À moins qu'elle ait définitivement quitté l'Italie. La mafia s'est enrichie depuis Palerme et la Sicile en contrôlant un trafic international de drogue, explique le maire de Palerme, Leonluca Orlando. Mais par la suite, elle a caché son argent à l'étranger. On pourrait se demander par exemple combien d'argent mafieux dort dans les banques suisses, mais aussi dans les banques irlandaises, du Liechtenstein ou du Luxembourg. L'argent de la drogue pénètre de plus en plus profondément au cœur du monde de la finance, même en Allemagne. Le chiffre d'affaires de l'héroïne, de la cocaïne et des autres drogues dépasse depuis longtemps celui des géants de l'automobile, tous confondus, General Motors, Ford, Toyota et Daimler-Benz. Les pays du Nord se croyaient protégés par des lois et une mentalité hostile à la corruption. Ce temps-là est bien fini. Même les meilleures banques allemandes ne sont plus immunisées contre l'argent de la drogue. Munich, avril 1998. Au bout de plusieurs années d'instruction, un procès touche à sa fin. Pour la première fois en Europe, on est parvenu à démanteler un réseau de blanchiment d'argent de la drogue. Le tribunal a prononcé des peines exemplaires, 10 et 12 ans de prison. On attend maintenant le procès des complices présumés dans les banques allemandes. Le système était simple, mais génial. En voici le principe. À Istanbul, une société turque d'import-export commandait des marchandises en Allemagne. Des machines, des camions, etc. Les donneurs d'ordre payaient les marchandises en Turquie à la société d'import-export qui parallèlement disposait d'un bureau de change. Le gérant, à ce moment-là, n'envoyait pas l'argent en Allemagne, mais achetait de l'héroïne qui était ensuite convoyée par camion à Milan et vendue sur place. Des intermédiaires apportaient ensuite l'argent dans un bureau de change de Munich. Là, ils réglaient les factures des marchandises envoyées en Turquie. Ils ont fini par attirer l'attention de la police judiciaire bavaroise. Nous avions constaté que de l'argent sale arrivait ici, à Munich, qu'il était changé en monnaie allemande et qu'il était dépensé comme de l'argent légal, pour le compte des clients qui se trouvaient en Turquie. Pour cela, les billets étaient déposés dans les meilleures banques allemandes. Et là, visiblement, personne ne posait de questions. Comment cet argent, c'était de grosses sommes, arrivait-il dans les banques? Sous une forme inhabituelle pour les banques, c'est-à-dire de la même façon que les intermédiaires l'apportaient au bureau de change, dans des sacs en plastique ou des sacs de voyage qu'ils posaient sur le comptoir. Ce système a fonctionné ainsi pendant 12 ans. Pendant cette période, ce réseau a réinjecté 350 millions de francs dans le circuit normal. Pour l'une des filiales de la banque, c'était même le principal apport pour les opérations de change. Le bureau de change que nous avons surveillé fournissait 70% du volume des opérations de change de cette banque. Ça représente beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est une part importante du chiffre d'affaires. Et donc les responsables ont dû se demander s'ils devaient continuer à travailler avec cet argent ou non.
La fin du secret bancaire marquera la fin de la mafia, affirme le maire de Palerme, Leonluca Orlando. Tant que le secret bancaire existera, on ne pourra pas dire qu'on a mis la mafia en échec. Je voudrais dire aux banquiers, méfiez-vous. On dit généralement que l'argent n'a pas d'odeur, mais attention. Quand un mafieux dépose à la banque une petite somme d'argent, le banquier reste encore maître de la situation. Mais quand la mafia dépose des ressources financières considérables, quand un mafieux y dépose par exemple des millions, voire des milliards, il va de soi qu'en fin de compte, ce n'est plus un simple petit client qui dépose quelques sous. Il devient de ce fait le véritable patron occulte de la banque. C'est lui qui désormais peut imposer à la banque ses propres choix financiers. Si les banquiers veulent rester vraiment libres, ils doivent être les premiers à aider les États à mettre fin au secret bancaire. Se i banchieri vogliono restare veramente liberi, devono loro per primi aiutare gli stati ad eliminare il segreto bancario. Sindona, un des banquiers qui s'était trop incliné devant la mafia, trop intéressé à l'argent illégal, entre autres celui de la drogue. On l'a retrouvé empoisonné dans sa cellule de prison. Un autre banquier, Roberto Calvi, a été assassiné à Londres parce qu'il ne répondait pas aux attentes de la mafia. L'État accepte que ce soit ces gens-là qui fournissent la drogue aux jeunes. Des criminels qui livrent des substances auxquelles certains recourent pour s'évader de la grisaille du quotidien. Rien qu'en Allemagne, l'interdiction de la drogue coûte au moins 50 milliards de francs par an. De l'argent qu'il serait plus judicieux d'investir dans la prévention et la création d'emplois. La répression n'a apporté aucune solution au problème. Pire, elle n'a fait qu'aggraver la misère sociale. Il faut trouver de nouvelles règles, il faut trouver des règles pour garantir la qualité de ce que les jeunes ou les moins jeunes prennent. Ça, c'est le devoir de l'État. Il faut donc protéger la société contre, justement, les politiques des groupes mafieux, des groupes, des organisations qui veulent gagner de l'argent. Tout le monde sait que la répression, telle qu'elle est, a un avantage énorme pour la vente et le commerce des drogues. Plus c'est dangereux, plus c'est cher, plus on fait des affaires. Tous ceux qui croient que le problème des drogues dures, le problème de la mafia sera résolu par plus de présence policière, oublient une chose. Ça, c'était le rêve des États socialistes. Battre le capitalisme par la répression. Vous avez vu, ils ont tous échoué. Il y a peu d'argent dans le milieu de la navigation. Les équipages ne gagnent pas grand-chose. Sur les bateaux des pays de l'Est, il arrive qu'ils ne touchent rien pendant un mois. Alors quand ils quittent l'Amérique du Sud, on leur fait des propositions. Ça peut être de l'argent, mais ils subissent aussi du chantage pour les obliger à transporter de la drogue. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est fouiller les caches habituelles. D'où un faible taux de réussite. Vous avez été vous-même capitaine. Oui. À combien estimez-vous le nombre de caches possibles sur un bateau? D'après les experts des douanes, il y aurait environ 30 000 endroits où l'on peut dissimuler quelque chose à bord d'un bateau de cette taille. 10 heures à la frontière germano-hollandaise. Ouverture de la chasse aux touristes qui rapporte du hache de Venlo et d'Amsterdam. Les douaniers sont sûrs de trouver ce qu'ils cherchent. Il ne leur faudra que quelques minutes pour réaliser la première saisie. C'était emballé dans une chaussette. Comme ça. Peu après, un autre douanier procède au pesage et à l'analyse de la saisie.
Ça donne quoi? 13,2 g de marijuana et 4,4 g de hashish. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça va aller au service des douanes, chez le procureur et au tribunal. Il va être condamné? Vu la quantité, je ne crois pas. C'est ce que vous avez l'habitude de trouver? En ce moment, oui. On arrête surtout des petits consommateurs. Les gros, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Les gros dealers ne passent pas par ici? Si, il y en a qui passent par ici. Le problème, c'est qu'il faut être là au bon moment. Les gros dealers passent à travers les mailles du filet. Alors on arrête les petits consommateurs. Il faut près de 2 jours pour fouiller un camion. Et pour ça, on manque de personnel. Retour à Hambourg, une des portes de l'Europe. Tous les jours, plus de 6000 containers y sont déchargés. Beaucoup viennent d'Asie ou d'Amérique latine. Ils sont une vingtaine de douaniers et de policiers à chercher au milieu de cette botte de foin la fameuse aiguille qu'on appelle la drogue. 150 containers peuvent être contrôlés chaque jour au rayon X. Un équipement tout nouveau qui a révolutionné la lutte antidrogue. Voici l'une des découvertes les plus spectaculaires auparavant. C'est un fait que des gens consomment des substances qui posent un problème grave. Mais je pense qu'au nom de la tolérance, on devrait dire « Ok, c'est une réalité. On va essayer de gérer ce phénomène très complexe, de façon à ce que ça coûte un minimum d'argent et que ça limite au maximum la souffrance. Et c'est possible. J'en suis persuadée. » Sur le plan économique, le modèle suisse est une réussite. Grâce au recul de la criminalité et en dépit d'une assistance sociale importante, l'économie réalisée est de 200 francs par jour et par patient. Pour 1000 patients, cela revient à 80 millions de francs d'économie par an. Juin 1998. Bruno a décroché depuis maintenant 6 mois. Il n'est pas le seul à s'être sorti de la drogue grâce à ce programme de distribution d'héroïne. Le délégué fédéral au problème de la drogue déclare que l'expérience suisse ne peut constituer un modèle pour l'Allemagne. Un autre représentant de la CDU considère que distribuer de l'héroïne à un toxicomane revient à donner de la bière à un alcoolique. Certaines positions ne sont plus aussi tranchées. Malgré des déclarations hostiles, les chrétiens démocrates les plus conservateurs commencent à envisager l'idée de distribuer de l'héroïne sous contrôle médical. Peut-être ne pourra-t-on bientôt plus filmer des scènes de ce genre en Allemagne. Il n'y a guère qu'en France où rien ne bouge. Les idées nouvelles ne se propagent pas aussi vite que le sida et l'hépatite. Mais un autre danger se profile à l'horizon. Un danger qui apparaît d'autant plus nettement dans le quartier des banques de Francfort, là où la détresse est la plus criante. Peut-être apprendra-t-on un jour que le monde de l'argent aussi est contaminé. Car l'argent que les junkies utilisent pour payer leurs doses réapparaît tôt ou tard, souvent après avoir beaucoup voyagé. Et l'on constate alors que dans les banques non plus, tout le monde n'est pas immunisé contre l'argent des trafiquants de drogue. La drogue est le secteur le plus florissant du monde. Chiffre d'affaires annuel pour le secteur de la drogue, 24 milliards de francs. 24 milliards, c'est-à-dire 8% du commerce mondial. L'argent de la drogue pénètre de plus en plus dans le circuit économique légal. D'après le juge Falcone, assassiné en Italie, la mafia finance un tiers des transactions immobilières sur la Côte d'Azur. Des experts estiment que 170 à 280 milliards de francs sont blanchis chaque année en Allemagne. À la conférence de Paris aussi, il est question d'argent. Un député du Parlement européen, Olivier Dupuis, prophétise la légalisation de toutes les drogues. Dans quelques années, on ne pourra plus calculer le risque social de l'interdiction charitable. Le directeur de ce centre d'accueil commente l'action de l'État. Ça montre à mon avis les limites du système, parce qu'il y a toute une catégorie de personnes qui dépendent aussi depuis longtemps de l'héroïne et qui auraient tout autant besoin d'une assistance sociale. C'est un peu absurde, il faut que les gens soient malades pour qu'on s'occupe d'eux.
Oui, on peut résumer la situation comme ça. Chacun peut voir de ses propres yeux la misère engendrée par l'interdiction de la drogue. Pourtant, les initiatives pour venir en aide aux toxicomanes sont interdites par la loi. Francfort, comme d'autres grandes villes, a trouvé une solution de secours en ouvrant des lieux où les junkies peuvent venir se faire des injections dans de bonnes conditions d'hygiène. À 300 mètres de là, on inaugure un de ces lieux. Dans quelques heures, des toxicomanes pourront venir ici se faire une injection. L'État met à leur disposition les seringues, les cuillères, les produits désinfectants et des salles pour consommer des drogues illégales plus ou moins pures. C'est pour l'instant tout ce que la loi autorise. Le procureur général et un représentant du préfet de police sont sur place. Une grande ville d'Europe ne peut plus se contenter de beaux discours politiques qui ne font rien pour soulager les souffrances. Attirer les toxicomanes dans ce lieu, c'est agir contre le sida, l'hépatite et les autres maladies. À Francfort, cette politique d'assistance est soutenue par tous les partis, la police et le parquet. D'autres projets sont à l'étude. Pour le procureur général, Harald Körner, cette expérience apparaît comme un compromis. Je vois cela comme un compromis nécessaire étant donné la situation politique actuelle, puisque la distribution de substances opiacées n'est pas encore légalement possible. Et c'est un compromis dans la mesure où il vaut mieux que la consommation, qui est une réalité, se passe dans de bonnes conditions d'hygiène plutôt qu'au milieu des poubelles. L'amour du prochain passe par l'héroïne. La ville de Francfort souhaite distribuer sous contrôle médical des substances opiacées aux toxicomanes. Petra Roth, maire conservateur de Francfort, poursuit contre l'avis de son propre parti la politique mise en place par les Verts et les sociaux-démocrates. Ce qui m'importe, c'est de venir en aide aux personnes. La politique a des devoirs à remplir envers tous les groupes de la société. Et si cette politique de santé nous permet de toucher cette partie de la population, je me moque complètement de savoir si c'est en accord avec un programme politique. Chiffre d'affaires annuel pour le secteur de la drogue, 24 milliards de francs. 24 milliards, c'est-à-dire 8% du commerce mondial. L'argent de la drogue pénètre de plus en plus dans le circuit économique légal. D'après le juge Falcone, assassiné en Italie, la mafia finance un tiers des transactions immobilières sur la Côte d'Azur. Des experts estiment que 170 à 280 milliards de francs sont blanchis chaque année en Allemagne. À la conférence de Paris aussi, il est question d'argent. Un député du Parlement européen, Olivier Dupuis, prophétise la légalisation de toutes les drogues. Dans quelques années, on ne pourra plus calculer le risque social de l'interdiction. 8% du produit national brut mondial est produit national brut dérivé du trafic de drogue. C'est ça le grand danger pour nos institutions, c'est ça le premier danger de la drogue interdite. Et donc il faut rapidement procéder, en commençant par le cannabis, à une légalisation qui permette aux États de retrouver le contrôle sur un phénomène qui leur échappe radicalement et qui les menace par la corruption des hommes politiques, des policiers, des magistrats, des journalistes et qui menacent donc les fondements même de notre démocratie. Cette menace, on a vu la forme qu'elle pouvait prendre à Palerme à la fin de l'année 1997. Ici, au pays du crime organisé, la mafia fait un chiffre d'affaires de 390 milliards de francs. Un tiers provient du commerce de la drogue. À Palerme s'ouvre alors un procès qui mêle la politique, l'argent de la drogue et la mafia. L'un des deux accusés est le politicien Marcello Dell'Utri. Il est député au Parlement italien pour le parti Forza Italia. On lui reproche d'avoir mis en relation la mafia et le milieu politique. Une procédure est engagée contre lui pour une affaire de blanchiment d'argent sale. L'acte d'accusation décrit comment l'argent sale pénètre de plus en plus profondément au sein de la société et intervient dans la vie politique. L'histoire commence à Milan dans les années 60, lorsque le dénommé Dell'Utri, originaire de Palerme, devient proche collaborateur du roi des médias, Silvio Berlusconi. À cette époque, son entreprise de construction, Edil Nord,
est en train de construire une ville nouvelle aux abords de Milan, Milano Due. Au cœur de la ville satellite, un émetteur de télévision, la première pierre du futur empire médiatique de Berlusconi. Le juge d'instruction soupçonne la banque Rasini, impliquée dans le projet, d'avoir servi de relais à l'argent de Cosa Nostra. En quelques années, Berlusconi devient un grand entrepreneur. Il contrôle sa propre chaîne de télévision. D'après l'accusation, Dell'Utri noue à ce propos des contacts dangereux. Une première rencontre a lieu au milieu des années 70. Nuit en Allemagne à 2 h du matin. Un lieu qui ne s'envisage guère sans ecstasy. Nous avons rendez-vous avec un dealer qui écoule 1200 pilules par mois, soit un revenu mensuel de 55 à 75 000 francs, ainsi qu'avec un videur qui nous parle de ce qui se consomme à l'intérieur. La drogue et les boîtes de nuit, c'est devenu indissociable. À quoi ça ressemblerait une boîte sans drogue? C'est-à-dire, c'est difficilement envisageable. Parce que sans pilule, beaucoup de clubs ne sont pas aussi attrayants que quand on a pris quelque chose. Ça veut dire que les propriétaires de boîtes ne tiennent pas à ce qu'on règle le problème. Il y en a eu plusieurs ici à Brême qui ont essayé de faire du nettoyage, mais au bout de 4 ou 5 mois, ils ont fait faillite. Dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, il y avait de l'ecstasy. Et il y avait aussi partout de la coke. Avant, les jeunes savaient à peu près ce qu'ils achetaient. Mais depuis que la police a fermé les laboratoires d'ecstasy, les choses ont changé. Le marché est inondé de produits plus ou moins purs, avec des conséquences dévastatrices pour les consommateurs. Les pilules contiennent de plus en plus de speed et d'autres substances qui empêchent de dormir, qui donnent la pêche, mais qui sont mauvaises pour la motricité. En Hollande, de nouvelles lois sont sorties pour réglementer la production d'ecstasy. Du coup, ça se fait encore plus dans la clandestinité et on peut encore moins contrôler ce qu'ils mettent dedans. Ecstasy et cocaïne règnent en maître. Principaux pays concernés, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Le nombre des saisies a doublé. L'ecstasy peut être dangereux pour la santé. Les pilules d'ecstasy sont devenues de véritables cocktails de drogue. Les dealers ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils vendent. L'ecstasy fait de plus en plus de ravages. La plupart des décès sont causés par le mélange des drogues. Il devient impossible d'estimer les risques. Francfort. Une autre conséquence de l'interdiction de la drogue, la prostitution. Cette femme se prostitue pour pouvoir acheter de la drogue. Et parce qu'elle a besoin de beaucoup d'argent, elle accepte tout, même les pratiques sexuelles les plus risquées. Par 2 fois, des clients ont essayé de la tuer. Jusqu'à présent, elle a échappé au virus HIV, mais elle a attrapé une hépatite, au nom de la drogue. Combien d'argent dépensez-vous chaque mois pour la drogue en période normale? Qui ont essayé de faire du nettoyage, mais au bout de 4 ou 5 mois, ils ont fait faillite. Dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, il y avait de l'ecstasy. Et il y avait aussi partout de la coke. Avant, les jeunes savaient à peu près ce qu'ils achetaient. Mais depuis que la police a fermé les laboratoires d'ecstasy, les choses ont changé. Le marché est inondé de produits plus ou moins purs, avec des conséquences dévastatrices pour les consommateurs. Les pilules contiennent de plus en plus de speed et d'autres substances qui empêchent de dormir, qui donnent la pêche, mais qui sont mauvaises pour la motricité. En Hollande, de nouvelles lois sont sorties pour réglementer la production d'ecstasy. Du coup, ça se fait encore plus dans la clandestinité et on peut encore moins contrôler ce qu'ils mettent dedans. Ecstasy et cocaïne règnent en maître. Principaux pays concernés, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Le nombre des saisies a doublé. L'ecstasy peut être dangereux pour la santé. Les pilules d'ecstasy sont devenues de véritables cocktails de drogue. Les dealers ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils vendent. L'ecstasy fait de plus en plus de ravages. La plupart des décès sont causés par le mélange des drogues. Il devient impossible d'estimer les risques.
Francfort, une autre conséquence de l'interdiction de la drogue, la prostitution. Cette femme se prostitue pour pouvoir acheter de la drogue. Et parce qu'elle a besoin de beaucoup d'argent, elle accepte tout, même les pratiques sexuelles les plus risquées. Par 2 fois, des clients ont essayé de la tuer. Jusqu'à présent, elle a échappé au virus HIV, mais elle a attrapé une hépatite, au nom de la drogue. Combien d'argent dépensez-vous chaque mois pour la drogue en période normale? Vous savez, je n'ai jamais fait le compte. J'ai juste fait une vague estimation. Quand ça va bien, il me faut environ 3500 francs par jour. Ça fait 100 000 francs par mois, il faut les trouver. Vous gagnez tant que ça avec la prostitution? Il fallait bien, mais je ne le savais même pas exactement. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le calcul, au bout de plusieurs années, quand j'ai quitté l'hôtel. Pendant que nous discutons, un junkie aveugle qui faisait la manche sur le trottoir vient de se faire voler son argent. Il fait la manche, et comme il est aveugle, il faut que quelqu'un lui fasse sa piqûre. Mais il y en a qui n'ont aucune pitié. Ils lui ont tiré ce qu'il avait, ça devient de plus en plus violent. Quand on fait le trottoir, on a toujours peur de se faire refiler le sida ou autre chose. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir échappé au sida. Voici l'une des découvertes les plus spectaculaires du moment. Dans un container se trouvaient 2 voitures anciennes en provenance d'Uruguay et à destination de l'Allemagne. Dans les 2 réservoirs, on a trouvé en tout 68 kilos de cocaïne, vu de côté et vu du dessus. On voit bien qu'il y a quelque chose au niveau du réservoir. Après ça, il ne nous restait plus qu'à démonter le réservoir pour accéder au contenu, c'est-à-dire au paquet de cocaïne. Pour l'instant, c'est la seule grosse saisie de cocaïne? De cette ampleur? Oui. « 68 kilos de cocaïne ont été saisis. Cela correspond à la quantité consommée en 4 jours en Allemagne. Suite à la surproduction de cocaïne et d'héroïne, les plaques tournantes européennes sont saturées. Seuls 5 à 10% des substances illicites sont repérées et saisies. Policiers et douaniers se demandent si la politique de répression menée à l'encontre de la drogue a encore un sens. Un sujet qui m'accorde la discorde, non pas la miséricorde. L'État se casse la gueule, pourquoi? Parce qu'ils me veulent. Dans la banlieue parisienne, où les industries ferment les unes après les autres, le commerce de la drogue est devenu une source de revenus importante. Pour inverser la tendance, il faudrait créer des emplois au lieu d'injecter des milliards dans la police et le système pénitentiaire au nom de l'interdiction de la drogue. Mais le pouvoir politique n'ose toujours pas adapter à la réalité ces lois que plus personne ne respecte. Va-t-on vers une modification de la loi 1970? Je le souhaite. Pour cela, il faut convaincre. Pour cela, il faut convaincre ses propres amis. Il y a des débats que nous avons tous menés à propos de la légalisation des drogues douces ou de la réglementation des drogues douces. Je n'en trancherai pas aujourd'hui. C'est une voie d'abord qui nous est, je crois, maintenant autorisée. En tout cas, pour les derniers chiffres ensemble, en France, il semble que les consommateurs de cannabis aient doublé. Ce qui me paraît, pour le moins, justifier l'interrogation quant à la répression proposée comme seule et unique démarche. Paris, mars 1998. Des peines...
L'argent de la drogue pénètre de plus en plus profondément au cœur du monde de la finance, même en Allemagne. Le chiffre d'affaires de l'héroïne, de la cocaïne et des autres drogues dépasse depuis longtemps celui des géants de l'automobile, tous confondus, General Motors, Ford, Toyota et Daimler-Benz. Les pays du Nord se croyaient protégés par des lois et une mentalité hostile à la corruption. Ce temps-là est bien fini. Même les meilleures banques allemandes ne sont plus immunisées contre l'argent de la drogue. Munich, avril 1998. Au bout de plusieurs années d'instruction, un procès touche à sa fin. Pour la première fois en Europe, on est parvenu à démanteler un réseau de blanchiment d'argent de la drogue. Le tribunal a prononcé des peines exemplaires, 10 et 12 ans de prison. On attend maintenant le procès des complices présumés dans les banques allemandes. Le système était simple, mais génial. En voici le principe. À Istanbul, une société turque d'import-export commandait des marchandises en Allemagne. Des machines, des camions, etc. Les donneurs d'ordre payaient les marchandises en Turquie à la société d'import-export qui parallèlement disposait d'un bureau de change. Le gérant, à ce moment-là, n'envoyait pas l'argent en Allemagne, mais achetait de l'héroïne qui était ensuite convoyée par camion à Milan et vendue sur place. Des intermédiaires apportaient ensuite l'argent dans un bureau de change de Munich. Là, ils réglaient les factures des marchandises envoyées en Turquie. Ils ont fini par attirer l'attention de la police judiciaire bavaroise. Nous avions constaté que de l'argent sale arrivait ici, à Munich, qu'il était changé en monnaie allemande et qu'il était dépensé comme de l'argent légal, pour le compte des clients qui se trouvaient en Turquie. Pour cela, les billets étaient déposés dans les meilleures banques allemandes. Et là, visiblement, personne ne posait de questions. Comment cet argent, c'était de grosses sommes, arrivait-il dans les banques? Sous une forme inhabituelle pour les banques, c'est-à-dire de la même façon que les intermédiaires l'apportaient au bureau de change, dans des sacs en plastique ou des sacs de voyage qu'ils posaient sur le comptoir. Ce système a fonctionné ainsi pendant 12 ans. Pendant cette période, ce réseau a réinjecté 350 millions de francs dans le circuit normal. Pour l'une des filiales de la banque, c'était même le principal apport qu'on a mis la mafia en échec. Je voudrais dire aux banquiers, méfiez-vous. On dit généralement que l'argent n'a pas d'odeur, mais attention. Quand un mafieux dépose à la banque une petite somme d'argent, le banquier reste encore maître de la situation. Mais quand la mafia dépose des ressources financières considérables, quand un mafieux y dépose par exemple des millions, voire des milliards, il va de soi qu'en fin de compte, ce n'est plus un simple petit client qui dépose quelques sous. Il devient de ce fait le véritable patron occulte de la banque. C'est lui qui désormais peut imposer à la banque ses propres choix financiers. Si les banquiers veulent rester vraiment libres, ils doivent être les premiers à aider les États à mettre fin au secret bancaire. Se i banchieri vogliono restare veramente liberi, devono loro per primi aiutare gli stati ad eliminare il segreto bancario. Sindona, un des banquiers qui s'était trop incliné devant la mafia, trop intéressé à l'argent illégal, entre autres celui de la drogue. On l'a retrouvé empoisonné dans sa cellule de prison. Un autre banquier, Roberto Calvi, a été assassiné à Londres parce qu'il ne répondait pas aux attentes de la mafia. L'État accepte que ce soit ces gens-là qui fournissent la drogue aux jeunes. Des criminels qui livrent des substances auxquelles certains recourent pour s'évader de la grisaille du quotidien. Rien qu'en Allemagne, l'interdiction de la drogue coûte au moins 50 milliards de francs par an. De l'argent qu'il serait plus judicieux d'investir dans la prévention et la création d'emplois. La répression n'a apporté aucune solution au problème. Pire, elle n'a fait qu'aggraver la misère sociale. Il faut trouver de nouvelles règles, il faut trouver des règles pour garantir la qualité de ce que les jeunes ou les moins jeunes prennent. Ça, c'est le devoir de l'État. Il faut donc protéger la société contre, justement, les politiques des groupes mafieux, des groupes, des organisations qui veulent gagner de l'argent. Tout le monde sait que la répression, telle qu'elle est, a un avantage énorme pour la vente et le commerce des drogues.
Plus c'est dangereux, plus c'est cher, plus on fait des affaires. Tous ceux qui croient que le problème des drogues dures, le problème de la mafia sera résolu par plus de présence policière, oublient une chose. Ça, c'était le rêve des États socialistes. Battre le capitalisme par la répression. Vous avez vu, ils ont tous échoué. Soit dans le privé, soit dans des structures municipales. Ils ne suivent pas une thérapie par le travail, mais font une activité utile et une formation professionnelle. Pour beaucoup, c'est la première de leur vie. À la laverie, ils travaillent pour les centres d'hébergement municipaux et repassent le linge des personnes sans abri. Tout cela, un junkie peut le faire quand on lui fournit de l'héroïne pure et qu'il n'en est pas réduit à fracturer des voitures pour trouver de quoi s'acheter de la drogue illégale. À l'atelier de couture, ils se font des habits aux reprises des vêtements pour les sans-abri. Il y a des cours d'informatique, de peinture et de photo. Leur vie quotidienne n'est plus soumise à l'obligation de trouver de l'argent pour acheter de la drogue. Une responsable municipale nous parle de la philosophie qui sous-tend le projet. La politique de répression qui est poursuivie actuellement est absolument incompréhensible. Elle coûte énormément d'argent et cause d'énormes souffrances. Personne ne se pose le problème des moyens utilisés par rapport aux résultats obtenus. On ne fait que maintenir le système. En Suisse, nous avons pris toute une série de mesures qui sont très éloignées de la logique répressive. Et les résultats sont eux aussi très différents de ce qu'on obtenait auparavant. C'est un fait que des gens consomment des substances qui posent un problème grave. Mais je pense qu'au nom de la tolérance, on devrait dire « Ok, c'est une réalité. On va essayer de gérer ce phénomène très complexe, de façon à ce que ça coûte un minimum d'argent et que ça limite au maximum la souffrance. Et c'est possible. J'en suis persuadée. » Sur le plan économique, le modèle suisse est une réussite. Grâce au recul de la criminalité et en dépit d'une assistance sociale importante, l'économie réalisée est de 200 francs par jour et par patient. Pour 1000 patients, cela revient à 80 millions de francs d'économie par an. Juin 1998. Bruno a décroché depuis maintenant 6 mois. Il n'est pas le seul à s'être sorti de la drogue grâce à ce programme de distribution d'héroïne. Le délégué fédéral au problème de la drogue déclare que l'expérience suisse ne peut constituer un modèle pour l'Allemagne. Un autre représentant de la CDU considère que distribuer de l'héroïne à un toxicomane revient à donner de la bière à un alcoolique. Certaines positions ne sont plus aussi tranchées. Malgré des déclarations hostiles, les chrétiens démocrates les plus conservateurs commencent à envisager l'idée de distribuer de l'héroïne sous contrôle médical. Peut-être ne pourra-t-on bientôt plus filmer des scènes de ce genre en Allemagne. Il n'y a guère qu'en France où rien ne bouge. Les idées nouvelles ne se propagent pas aussi vite que le sida et l'hépatite. Mais un autre danger se profile. Pour moi, seuls comptent les personnes que j'aurais pu libérer de la drogue. Le ministère fédéral de la Santé dit non à la prescription médicale d'héroïne. C'est maintenant aux tribunaux de trancher. La Suisse publie un bilan positif de la distribution d'héroïne sous contrôle médical. Le Danemark se prépare à suivre le modèle suisse. En Italie aussi, l'expérience suisse est perçue avec beaucoup d'intérêt. 70% des Suisses sont favorables à la distribution d'héroïne sous contrôle médical. Zurich. Conférence de presse à la polyclinique Crossline à l'issue d'un projet pilote de 3 ans portant sur la distribution d'héroïne à 1 millier de toxicomanes. Les résultats sont largement positifs. Il fait partie de ces 1000 toxicomanes. 8 heures du matin, Bruno, 40 ans, photographe de pub, se rend à la salle d'injection. Pour 15 francs suisses, il reçoit une dose d'héroïne dans une seringue stérile. Il vient se l'injecter sous surveillance médicale. Il passera à nouveau en fin de journée. Avant, il se piquait une trentaine de fois par jour. Grâce à la distribution d'héroïne pure, il a pu réduire sa consommation à 2 injections par jour.
ce qui lui coûte 15 francs suisses au lieu de 170. La seringue ne sort pas de cette salle. C'est aussi simple que cela quand on veut sauver des vies humaines. Ça fait 24 ans que je suis toxico, que je prends des drogues dures. J'ai dû fermer ma boutique, j'ai perdu ma famille. Je suis passé par une période de dépression. Ces 10 dernières années, j'étais très instable, j'étais constamment sous l'emprise de la drogue et je me suis mis à la cocaïne, à un mélange de cocaïne et d'héroïne. Voilà à quoi ressemblait il y a quelques années le milieu de la drogue zurichois. Bruno aussi en faisait partie. Les images comme celle-ci, une vidéo de la police, appartiennent au passé. L'État s'occupe maintenant de fournir de l'héroïne aux junkies les plus atteints. Un premier pas pour tenter de les ramener à une vie normale. Le préfet de police de Zurich, Marcel Bébier, à propos des personnes qui bénéficient de la distribution d'héroïne. Les personnes sélectionnées pour ce projet étaient pour la plupart des toxicomanes très dépendants et très atteints. C'est-à-dire que c'étaient des gens qui étaient arrêtés pratiquement tous les jours par nos agents et qui étaient régulièrement conduits chez le médecin d'urgence avant d'être relâchés. 2 heures plus tard, ils avaient retrouvé les autres toxicomanes. Ni la police, ni la prison n'avaient une prise sur ces gens-là. Toute une catégorie de personnes laissées pour compte par les éducateurs, médecins, juges, et sa santé. Lui n'a pourtant pas changé, puisqu'il consomme toujours de l'héroïne. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes toujours dépendant de la drogue, mais maintenant c'est l'État ou la ville de Zurich qui vous fournissent de l'héroïne. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du produit? C'est de l'héroïne pure. Et ça, pour la santé, ça fait une grosse différence. Avant, je ne sais pas combien j'ai eu d'abcès. Je me suis injecté l'hépatite A, B et C. Tout ça, c'est arrivé à l'époque de la répression, quand les seringues étaient interdites, qu'on n'avait pas le droit d'en avoir. Et les drogues elles-mêmes n'étaient pas pures. Elles étaient coupées. Depuis que je participe à ce programme, à Crossline, je n'ai eu aucun problème au foie, ni la moindre inflammation. Depuis que je suis ici, je suis beaucoup plus équilibré. Maintenant, je suis de nouveau apte au travail à 100%. Rien qu'à Zurich, 125 toxicomanes participent actuellement au programme de distribution d'héroïne. Bien qu'ils soient toujours dépendants, la plupart travaillent, soit dans le privé, soit dans des structures municipales. Ils ne suivent pas une thérapie par le travail, mais font une activité utile et une formation professionnelle. Pour beaucoup, c'est la première de leur vie. À la laverie, ils travaillent pour les centres d'hébergement municipaux et repassent le linge des personnes sans abri. Tout cela, un junkie peut le faire quand on lui fournit de l'héroïne pure et qu'il n'en est pas réduit à fracturer des voitures pour trouver de quoi s'acheter de la drogue illégale. À l'atelier de couture, ils se font des habits aux reprises des vêtements pour les sans-abri. Il y a des cours d'informatique, de peinture et de photo. Leur vie quotidienne n'est plus soumise à l'obligation de trouver de l'argent pour acheter de la drogue. Une responsable municipale nous parle de la philosophie qui sous-tend le projet. La politique de répression qui est poursuivie actuellement est absolument incompréhensible. Elle coûte énormément d'argent et cause d'énormes souffrances. Personne ne se pose le problème des moyens utilisés par rapport aux résultats obtenus. On ne fait que maintenir le système. En Suisse, nous avons pris toute une série de mesures qui sont très éloignées de la logique répressive. Et les résultats sont eux aussi très différents de ce qu'on obtenait auparavant. C'est un fait que des gens consomment des substances qui posent un problème grave. Mais je pense qu'au nom de la tolérance, on devrait dire « Ok, c'est une réalité. On va essayer de gérer ce phénomène très complexe, de façon à ce que ça coûte un minimum d'argent et que ça limite au maximum la souffrance. Et c'est possible. J'en suis persuadée. » Sur le plan économique, le modèle suit 24 milliards de francs. 24 milliards, c'est-à-dire 8% du commerce mondial. L'argent de la drogue pénètre de plus en plus dans le circuit économique légal. D'après le juge Falcone, assassiné en Italie, la mafia finance un tiers des transactions immobilières sur la Côte d'Azur. Des experts estiment que 170 à 280 milliards de francs sont blanchis chaque année en Allemagne.
À la conférence de Paris aussi, il est question d'argent. Un député du Parlement européen, Olivier Dupuis, prophétise la légalisation de toutes les drogues. Dans quelques années, on ne pourra plus calculer le risque social de l'interdiction. 8% du produit national brut mondial est produit national brut dérivé du trafic de drogue. C'est ça le grand danger pour nos institutions, c'est ça le premier danger de la drogue interdite. Et donc il faut rapidement procéder, en commençant par le cannabis, à une légalisation qui permette aux États de retrouver le contrôle sur un phénomène qui leur échappe radicalement et qui les menace par la corruption des hommes politiques, des policiers, des magistrats, des journalistes et qui menace donc les fondements même de notre démocratie. Cette menace, on a vu la forme qu'elle pouvait prendre à Palerme à la fin de l'année 1997. Ici, au pays du crime organisé, la mafia fait un chiffre d'affaires de 390 milliards de francs. Un tiers provient du commerce de la drogue. À Palerme s'ouvre alors un procès qui mêle la politique, l'argent de la drogue et la mafia. L'un des deux accusés est le politicien Marcello Dell'Utri. Il est député au Parlement italien pour le parti Forza Italia. On lui reproche d'avoir mis en relation la mafia et le milieu politique. Une procédure est engagée contre lui pour une affaire de blanchiment d'argent sale. L'acte d'accusation décrit comment l'argent sale pénètre de plus en plus profondément au sein de la société et intervient dans la vie politique. L'histoire commence à Milan dans les années 60, lorsque le dénommé Dell'Utri, originaire de Palerme, devient proche collaborateur du roi des médias, Silvio Berlusconi. À cette époque, son entreprise de construction, Edil Nord, est en train de construire une ville nouvelle aux abords de Milan, Milano Due. Au cœur de la ville satellite, un émetteur de télévision, la première pierre du futur empire médiatique de Berlusconi. Le juge d'instruction soupçonne la banque Rasini, impliquée dans le projet, d'avoir servi de relais à l'argent de Cosa Nostra. En quelques années, Berlusconi devient un grand entrepreneur. Il contrôle sa propre chaîne de télévision. D'après l'accusation, Dell'Utri noue à ce propos des contacts dangereux. Une première rencontre a lieu au milieu des années 70. Un avion quitte Palerme pour Milan.